Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal de la Source TV sur la chaîne de Philippe Ferrer. On ne vous demande pas d'y croire. Et alors aujourd'hui, on va recevoir une auteure vraiment exceptionnelle. Encore une fois, on a beaucoup de chance. Elle est médium parapsychologue, chercheuse, expérimentatrice, auteure, conférencière. Elle a consacré une bonne partie de sa vie à l'étude de la parapsychologie et des phénomènes paranormaux. Elle s'appelle Pascale Lafargue et elle vient de publier ce livre, Marie-Madeleine, Au-delà du mythe, aux éditions Symbiose. Alors, on va avoir beaucoup de plaisir à interviewer Pascal, évidemment, dans les minutes qui viennent. Juste avant, je voulais quand même prendre une minute pour vous informer que cette semaine est sorti aux éditions de la Source, si on peut dire, un guide un peu particulier. C'est un guide des médiums. Il référencie une dizaine de médiums pour l'instant. Il sera amené à évoluer et à s'enrichir avec le temps. C'est un guide avec des médiums reconnus, mais à la fois pas si médiatisés que ça. En fait, l'idée derrière ce guide, c'était de vous proposer des médiums accessibles, parce que vous savez que les médiums les plus médiatisés, qui ne sont pas forcément les meilleurs d'ailleurs, eh bien, parfois ont des listes d'attente qui courent sur plusieurs années, donc c'est totalement impossible d'avoir un rendez-vous. Donc, pour remédier à ça, eh bien, j'ai pensé à faire un petit guide avec des médiums, alors, ou que je connaissais moi-même, comme Sophie Zneidy, par exemple, que vous connaissez aussi, elle intervient sur la chaîne de temps à autre, ou encore Jacqueline Rallier, que j'ai connue à l'USF à Paris. Enfin, il y a beaucoup de médiums comme ça que j'ai connus. Et puis après, j'ai demandé un petit coup de pouce à Vanina Chirinsky, que vous connaissez très bien, et qui m'a très gentiment ouvert son réseau d'allumés branchés. Et donc, il y a quelques médiums également qui viennent de ce groupe-là, dans ce guide. Alors, l'avantage, c'est que tous ces médiums, évidemment, sont bien au courant de ce guide. Ils ont accepté, ils sont volontaires pour faire partie de cette expérience. Certains ont même accepté de faire un partenariat avec nous pour vous proposer un petit coup de pouce. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Il suffira de cliquer dessus, d'envoyer votre adresse email et puis je vous l'enverrai directement chez vous. J'espère que il vous sera profitable et que vous pourrez avoir ainsi un rendez-vous assez rapidement. Voilà, c'est fait. Maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à accueillir notre invité, Pascale Lafargue. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de médiumnité avec elle. Je vous rappelle le titre de son livre, Marie-Madeleine, Au-delà du mythe, aux éditions Symbiose. Et on retrouve tout de suite notre invité. Alors, mon invité du jour, c'est donc Pascale Lafargue. Bonjour Pascal. Bonjour Olivier, merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie, puisque j'étais en train de dire juste avant, justement, qu'on avait reçu il y a 2 semaines de ça Renaud Evrard, qui est donc un psychologue, docteur en psychopathologie, psychoclinique, je crois, et spécialisé dans les anomalies. Et alors, lui, il fait partie d'un grand groupe de recherche, et notamment, il est très proche de l'Institut métapsychique international qui est à Paris. Et donc moi je connaissais ça puisque j'ai étudié ça pendant assez longtemps, mais je ne connaissais pas votre travail, vos recherches qui sont passionnantes et dont on va parler maintenant, en plus de ce livre qu'on abordera dans une seconde partie d'émission, Marie-Madeleine, Au-delà du mythe. Mais les deux sont liés, donc je propose qu'on commence déjà par votre parcours dans la parapsychologie et que vous me disiez un petit peu, pour éclairer un peu ma lanterne, qui était Raymond Réan, qui apparemment a été une personne importante dans votre parcours, hein. Alors, je vais faire une petite genèse rapide parce qu'il y en aurait beaucoup à dire. Alors, en fait, j'ai débuté par étudier la parapsychologie avec Raymond Réan. Raymond Réan était mon professeur de parapsychologie. Il était de formation scientifique, en fait, il était biologiste chimiste et j'ai eu la chance de le connaître très jeune et de pouvoir suivre son enseignement pendant près de 9 ans. Et pendant ces 9 années, nous avons sympathisé. Je suis même partie avec lui sur des lieux d'enquête et j'ai beaucoup, beaucoup échangé et parlé avec Raymond. Et Raymond avait détecté effectivement un potentiel chez moi. Il m'avait dit d'ailleurs tout un tas de choses par rapport à cela. Et au bout de ces 9 années, j'ai beaucoup réfléchi. Et parce que quand on se lance dans une discipline,
il faut avoir un minimum comment dirais-je, d'expérience. Il faut avoir étudié, il faut avoir expérimenté, il faut avoir quand même des bases. Et donc, j'ai mis 10 ans avant de franchir le pas, celui de l'enseignement. Donc, en fait, j'ai étudié, j'ai été testée parce que Raymond m'a fait connaître aussi d'autres personnes, des scientifiques aussi également, que j'ai rencontrés à cette occasion. Et pendant ces études de parapsychologie, en parapsychologie, j'ai commencé à faire mes propres expériences parce qu'en fait, je voulais savoir, de par les performances que j'avais en cours, que tout le monde voyait, si la magie s'opérait en dehors des cours, ou alors c'était lié juste au cours, ou alors c'était un coup de chance. Parce que moi, au début, je me disais, ah, j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui, c'est peut-être le hasard, c'est peut-être le hasard. Et en fait, je pense qu'à force de dire ça, c'était aussi une façon de me rassurer, parce que moi, j'avais un métier, j'étais hôtesse Air France, j'étais en train de me découvrir mes capacités, mon potentiel, et je ne vais pas dire que ça me faisait peur, mais je me dis, ouais, c'est peut-être un coup de chance, parce que c'était pour moi un moyen de me rassurer. Et au bout de 10 ans, au bout de 9 ans, j'ai pris une année entière à bien préparer, structurer les cours et j'ai commencé donc à enseigner. Donc, j'ai passé le cap, celui de l'enseignement. Et puis là, ça a été extrêmement confidentiel. Ça m'a échappé, indépendamment de moi. Je me suis retrouvée avec du monde qui venait, etc. Et c'est là où j'ai commencé toutes mes expérimentations en accord sur des sujets sur lesquels je travaillais en accord avec mes élèves. Et alors là, pendant des années, j'ai travaillé, j'ai expérimenté, j'étais à fond dedans parce que je voulais comprendre. Donc j'avais mon métier et j'avais créé une association dans laquelle je suis complètement bénévole pour pouvoir justement, comment dirais-je, transmettre mes informations, pouvoir aussi enseigner. C'est ce que j'ai fait et que l'association puisse m'aider à financer mes recherches. En fait, c'était le deal. Hein. Et comme moi, j'avais mon métier à côté, c'était absolument parfait. Et donc, j'ai commencé à expérimenter, parce que j'avais gardé mon métier à mi-temps, et de commencer à mener des enquêtes, à faire, je dirais, à faire évoluer aussi les thèmes et à les comprendre de façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus psychologique, de donner un sens aux révélations. En fait, tout ça, ça bouillonnait. Et je me suis dit, j'ai commencé à découvrir tout ce potentiel, à le mettre en application et à expérimenter de façon très fréquente, parce que toutes les semaines, j'expérimentais. Et je me suis rendu compte que sur n'importe quel sujet qu'on peut étudier en parapsychologie, parce qu'il faut savoir que le thème de base d'études en parapsychologie, c'est la psychométrie. Qu'est-ce que la psychométrie? C'est le fait de tenir un objet entre ses mains et par son contact et son toucher, pouvoir en raconter son histoire, mais également l'histoire de tout ce qui a été en contact avec cet objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que moi, mon outil de travail, c'est mes mains. J'ai juste besoin de ça. Toucher, toucher un objet, toucher un pan de mur, toucher une main. Voilà, c'est pas anodin pour moi quand je touche la main d'une personne ou quand je touche un mur ou un endroit. C'est-à-dire qu'en fait, je suis psychomètre, donc par définition, et c'est ce qui me permet de me lancer à justement me mettre dans un état de conscience où je vais constater très rapidement que j'essaie, et d'ailleurs déjà en cours, je l'avais constaté à l'époque, que je sortais de mon corps très facilement et que je pouvais voyager. Alors ça a été une découverte. Ne me demandez pas comment j'ai fait, je n'en sais strictement rien, mais je constatais un état de fait que j'étais dans un espace, un lieu que je pouvais parfaitement décrire, où j'avais les odeurs, j'avais les sons, j'avais les sensations, je pouvais toucher un vêtement, toucher un livre, passer ma main sur la couverture d'un livre, voire lire ce qu'il y avait écrit sur le livre. Enfin, c'était pour moi des voyages, mais magiques, c'était absolument magique. Et donc, j'ai commencé à maîtriser, à m'habituer à tout ça et de le vivre de façon vraiment dépassionnée pour éviter de donner de l'importance à ce qui se passait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout ce que j'allais voir. Donc, j'ai commencé à explorer, en fait, l'énergie humaine, mais au-delà de ça, les vies antérieures, l'entre-deux-vie, les contacts avec les défunts. Et puis, quand j'ai vu les résultats que je produisais, j'ai élargi mon champ d'investigation, c'est-à-dire que j'ai voulu travailler sur l'origine de l'humanité, sur les peuples anciens, sur les secrets d'histoire, sur des personnages historiques. En fait, j'ai plus aucune limite. En fait, je suis partie du postulat qu'à partir du moment en touchant et en voyageant, eh bien, je pouvais voyager allègrement dans le passé, le présent et le futur. Donc, la somme de travail que j'ai réalisée à ce jour, elle est colossale. Tout est enregistré sur des bandes pour prouver ma bonne foi. C'est daté, le jour, tout, il n'y a aucun problème avec ça. Et en fait, j'ai dans cette pièce, ce bureau, des archives du sol au plafond où tout est mis répertorié sur tous mes enregistrements, les travaux, et puis surtout
notamment pour le thème de la réincarnation, à partir du moment où je révélais, j'ai eu besoin très rapidement de mettre un protocole en place, parce que sur mes travaux, j'ai mis des protocoles très, très spécifiques. Et ces protocoles m'ont permis de tenir des statistiques, d'enregistrer des données, et c'est ça qui va me permettre justement de comprendre le principe même de la révélation que l'on va donner à quelqu'un. Parce que pour moi, révéler, il faut que ça ait du sens. Et donc, ce sens, je l'ai mis en application sur un protocole. Et donc, ça m'amène donc du coup à travailler sur les résonances psychologiques. Ça, c'est le docteur Jean-Pierre Schneider qui m'en avait parlé il y a très longtemps. Je l'avais rencontré sur un plateau de télé. J'ai eu cette chance aussi que le professeur Ian Stevenson, il y a très longtemps, s'intéresse à mes travaux. Il est venu en France me rencontrer. Et d'autres personnalités scientifiques, médicales, ou alors des historiens aussi, également avec qui je collabore, qui ont aussi comment dirais-je, qui m'aident des fois dans les recherches et qui me soutiennent aussi dans mes travaux. Donc, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que on me soutenait parce que j'ai intégré aussi des milieux scientifiques où j'ai été reçue dans des communautés pour parler de mes travaux. Donc, je me suis rendu compte que, et c'est ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de côtoyer ces milieux-là, des scientifiques, des chercheurs, des historiens, même des gens du monde médical pour certains, pour expliquer, parce que là, je ne vous en parle que de façon substantielle, mais tout ce qui m'a intéressé, tout ce que j'ai exploité, d'une part sur l'âme humaine et d'autre part, d'un point de vue de mes recherches historiques et de tous ces pans d'histoire qui me fascinaient. Puisque je me suis même ouvert à d'autres thèmes parce que j'y étais confrontée, comme les ovnis, comme des personnes d'un autre monde parallèle, où j'ai été confrontée à des choses, et donc j'ai voulu investiguer. Donc en fait, moi, mon champ d'action en tant que parapsychologue, il est large. De toute façon, un parapsychologue, par définition, il doit, par rapport à ses révélations, il doit enquêter et faire des recherches. Si vous ne donnez pas du sens ou du corps à ce que vous dites, ben, ça n'a pas de sens en fait. Et donc, au fur et à mesure du temps, ben, comment dirais-je, développé, j'ai fait des statistiques, j'ai développé des théories avec des termes très précis, j'ai compris des sens et j'en apprends. Après toutes ces années, je continue à découvrir et à en apprendre. Donc, en fait, c'est sans fin. Donc, à ce jour, et pour terminer la présentation, j'ai donné à peu près plus de 200 conférences en France, en Suisse, en Belgique, en Luxembourg. Et puis, j'ai donné à peu près une centaine d'émissions, que ce soit en radio, en télévision ou en web télé, donc en Angleterre, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en France, etc. Donc, voilà, j'ai un petit background, on va dire, derrière moi. Et puis, je suis l'auteur de 9 ouvrages, dont le dernier ouvrage, celui que vous venez de nommer et de montrer, Marie-Madeleine, au-delà du mythe. Et en fait, comment on pourrait me définir? C'est que ma signature, je révèle, je travaille, j'enquête, je vais sur le terrain, je rencontre des gens, je vais dans des archives, je veux donner corps, sens et preuve à ce que je dis. Voilà, j'ai essayé de faire un petit résumé rapide, mais qui permet un petit peu, pour ceux qui ne me connaissent pas, de savoir qui je suis et en substance ce que je fais. Bah, merci pour cette présentation. J'aimerais, si vous voulez bien, qu'on revienne sur cette période où vous apprenez la parapsychologie avec Raymond Réan, parce que j'ai cru lire quelque part que lui-même avait des capacités extrasensorielles. Et alors, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de parapsychologues aujourd'hui qui étudient à l'université la parapsychologie avec des sujets. Ils essayent de trouver parfois ce qu'on appelle des sujets doués pour essayer de prouver justement l'existence et valider certaines expériences. Alors vous avez parlé de psychométrie, on pourrait parler de télékinésie ou de télépathie, de voyage à distance, etc. Ce sont des choses qui sont étudiées par les parapsychologues. Mais ce qui est drôle, c'est que vous, votre enseignant de l'époque et vous-même aviez ce point en commun, c'est que vous étiez doués de capacités extrasensorielles tous les deux en fait. Ça, c'est pas Absolument. commun quand même. Oui, absolument. Raymond Réan était doué de capacités extrasensorielles. Il faisait des voyages aussi hors du corps. Et ça a été un merveilleux professeur et un être humain, parce qu'on est devenu amis ensuite. J'ai même fait partie de l'association des anciens élèves de Raymond Réan. Donc, en fait, et puis avec Raymond, on a fait des enquêtes aussi également. Et Raymond, quelque part, je sais, parce qu'on me l'a répété, parlait beaucoup de moi dans ses cours et de mes performances. Et puis ceux qui étaient présents avec moi ben, l'ont vu à l'époque. Hein, et de mes performances. Mais honnêtement, pour moi, c'était vraiment,
je me découvrais en fait. Hein. Et j'ai mis du temps parce que déjà à accepter tout ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé mes premières expériences après quelques années de cours chez moi avec des amis pour voir si il se passait exactement la même chose. Et c'est pour ça que j'ai jamais voulu quitter mon travail et je travaillais donc bénévolement pour mener mes expériences parce que j'avais besoin de rentrer dans cette confiance. Et d'un seul coup, quand vous vous rendez compte que vous avez des capacités, il faut déjà vous-même le gérer, l'accepter et vous rendre compte que ben voilà. Alors, et c'est pour ça aussi que je ne me suis donné aucune limite. Je me suis dit, OK, si je peux faire ça, je peux faire ça. Sinon, ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est par cette analyse et cette sincérité vis-à-vis de moi-même que j'ai compris que je pouvais faire ce que je veux en fait et qu'il n'y avait aucune limite. Voilà. Et dans votre famille, il y avait déjà des personnes avec des capacités ou vous êtes la première à Alors, vous être révélée? apparemment, faire ce que je fais, je suis la première. Je suis la première. Je sais que ma mère avait une grande sensibilité, elle ressentait bien les gens, mais faire ce que je fais, visiblement, je suis un petit peu l'ovni de la famille. Hmm. C'est ça, on ne peut pas dire le contraire. Et j'ai mis très longtemps en me disant, mais pourquoi? Comment c'est possible? Pourquoi? Mais d'où je viens? Qui je suis? Pourquoi à ce point tous ces travaux, tout ce que j'ai fait? Et mon Dieu, je ne dis pas tout parce que je pense qu'on n'est pas dans une époque où je peux tout dire pour l'instant, mais c'est juste incroyable. Et depuis 4, 5 mois, je commence à avoir des réponses. Mais je ne suis pas prête à parler de ça pour l'instant. Voilà. Mais ça commence à me donner un éclairage majeur sur tout ce que j'ai fait ces années, pourquoi j'ai fait ça, et surtout ce que j'ai dit et ce que j'ai révélé, et surtout aussi ce que j'ai vécu Hmm. dans des situations où ça dépasse l'entendement. Mhm. Parce que enquêter sur le terrain, je fais une petite digression, enquêter sur le terrain, quand vous allez sur le terrain pour enquêter, par exemple, sur un point historique ou une vie antérieure, et que le lieu est fermé, mais que pour vous, exceptionnellement, on va l'ouvrir, que quelqu'un qui ne doit pas être là vient à ce moment-là parce qu'il a oublié des documents, parce qu'à Westminster Abbey, on m'enferme dans une espèce de cave, un religieux me prend pour m'enfermer, parce que, et la liste, elle est tellement longue. Et en fait, tous ces événements un peu incroyables, beaucoup liés à la religion aussi, m'ont beaucoup interpellée. Pourquoi sur des milliers de personnes, c'est moi qu'on vient chercher et dans des situations des fois incroyables? Eh bien, depuis 4 mois, allez, 4, 5 mois, je commence à soulever un point du voile et à comprendre. Parce que de l'extérieur, parce qu'il y a des personnes, voilà, pour certaines, je ne veux pas trop dire de choses, mais évidemment, je ne l'ai pas découvert toute seule. On a fait des choses pour moi qui m'ont permis de comprendre, en tout cas de soulever ce point du voile, et qui commencent pour moi, au bout de toutes ces années, à donner du sens. Pourquoi j'ai vécu tout ça? Pourquoi il se passe tout ça? Et ça fait sens, bien sûr que ça fait sens. Mais de ça, je ne suis pas vraiment prête à en parler. Voilà, on verra plus tard. Quand vous avez commencé à vous former en psychométrie avec Raymond Réan, est-ce que vous vous souvenez des premières fois où vous avez réussi à valider vos ressentis? Parce que Très ça. c'est quand même quelque chose d'important, c'est une étape importante, et pour beaucoup de gens qui n'ont pas de capacité extrasensorielle, il y a toujours cette question, quoi. À quel moment on valide ce qu'on ressent et à quel moment on est sûr que c'est pas de l'imaginaire ou du Ah ben, hasard? justement, vous venez de mettre le mot le plus important, c'est pas de l'imaginaire. Parce qu'avec Raymond, c'était factuel. Il nous donnait un objet, on menait une expérience, et après le temps de concentration, on savait tout de suite si ce qu'on avait vu était juste ou pas. Donc, pas de place à la fabulation, c'est carré, c'est oui, c'est non. Et c'est ce que j'ai aimé quand je me suis inscrite très jeune chez Raymond, c'est quand j'ai lu ses livres, je me suis dit, quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, enfin, qui travaille sérieusement, mais qui est très clair. Il dit d'ailleurs dans son livre, ce que je fais, d'autres peuvent le faire. Et pour moi, il démystifiait la notion de pouvoir que beaucoup prétendent détenir. Et ça me plaisait, cette démarche scientifique, carrée, etc. Ça me plaisait. C'est pour ça que je l'ai contacté, je me suis inscrite à ses cours et j'ai commencé. Vous pouvez Donc, nous donner un exemple est-ce que vous d'exercice, en donner un fait? exemple? Alors, la première expérience, on est en cours chez Raymond, et Raymond nous remet un petit tube en verre, et dans ce petit tube à essai, il y avait une feuille séchée. Donc, il y avait un exemplaire pour chacun. Donc, chacun prend un tube avec la feuille séchée entre les mains. Et donc, en tant que psychomètre, ben, je pose la question qui m'intéresse. C'est-à-dire, je veux savoir d'où provient cette feuille séchée. Et à ce moment-là, donc je me concentre. Et quand vient le moment où
Raymond nous questionne, mon tour arrive, et je lui dis, écoutez, j'ai vu comme des montagnes, mais c'était ma première psychométrie, hein, comme des montagnes coupées en son extrémité. Il y avait un environnement très verdoyant. J'ai vu de la fumée sortir de cette montagne, et puis quelque chose qui partait de cette montagne. J'ai vu des gens paniquer, j'ai vu des gens courir. Apparemment, c'est quelque chose qui partait de cette montagne, et j'ai vu des gens paniquer, courir. C'était ma première psychométrie. Et oui, j'ai vu un pays très verdoyant, c'était très luxuriant au niveau de l'environnement, etc. Et je n'avais pas encore l'habitude de poser des questions à moi-même quand je suis concentrée. Et Raymond s'arrête et me dit, ce qu'il y a dans ce tube à essai, c'est une feuille séchée qui vient du volcan La Soufrière. Et là, effectivement, je fais, oh là là, ce que j'ai vu, c'est énorme. Et du coup, je vois Raymond qui se dirige vers sa bibliothèque. Il ouvre le placard de sa bibliothèque, il en sort une pierre noire, et cette pierre noire, directement, il me la met dans la main, et il me dit, s'il vous plaît, Pascal, faites-moi parler de cette pierre. Dès que vous voyez quelque chose, vous me le dites. Donc, je prends la pierre, puis moi, je ne m'étais pas rendu compte qu'il ne l'avait donnée qu'à moi, il ne l'avait pas partagée au groupe, et je mets la pierre dans ma main, et je dis, oh là là, je vois l'océan, 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 et c'est comme si j'avançais même très vite sur l'océan. Et j'ai dit, je vois une plateforme, je vois des hommes sur une plateforme, je vois des gens avec des combinaisons, des casques sur la tête, et je vois du liquide noir qui jaillit. Et là, Raymond a presque une larme à l'œil, et il dit, ce que vous avez entre les mains, il dit, ce que Pascal a entre les mains, c'est un morceau de pétrole qui vient d'une plateforme pétrolière en mer. Impressionnant. Et ça commence comme ça, voilà. Et mon histoire commence comme ça. Je sais que je quitte le cours, je ne sais plus trop où j'habite. Je me suis dit, ouais, j'ai eu un gros coup de bol. Et ça sera comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme ça. Et donc, en fait, c'est à partir de là où j'ai voulu, quelque part, savoir si en dehors des cours, ben, la même magie se passait. Et, et premier essai, premier coup d'essai, je réunis quelques amis en leur disant, écoutez, enfin, c'était des collègues de travail exactement, je leur ai dit, écoutez, venez chez moi, je vous fais un thé à manger, tout ça. Il y en a un qui va me donner sa main et je vais essayer de lire une vie antérieure. Et parce que je voulais me prouver si, en dehors des cours, j'avais cette même possibilité. Je me suis dit, c'est peut-être aussi lié à l'énergie de Raymond. Et enfin, je me cherchais une excuse quelque part. Et ils viennent chez moi, je fais le thé, la petite salade comme prévu. Et quand tout le monde est prêt, je dis, ben, écoutez, qui veut me donner sa main? Et il y en a une qui fait, écoute-moi, Pascal, je ne crois pas du tout à ça, mais pas une seule seconde, mais je sais que tu es une fille droite, tu es une fille honnête. Je vais te donner ma main. Je lui prends la main. Et là, ce que je vais lui dire va être énorme parce que je vais avoir des noms, des prénoms, des noms de rue, mais je ne sais même pas, des lieux précis, des événements précis. C'est tellement précis que je me dis, mais d'où je sors ça? Du coup, comme on sait que ça se passe à Paris, ben, on se dit, on va aller enquêter à Paris. Et donc, elle va nous aider. Elle me dit, parce qu'elle était parisienne, et elle dit à l'époque, et attention, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, on ne pouvait pas aller voir tout de suite. Il fallait se rendre, fallait avoir un bouquin ou des archives ou se rendre sur les lieux pour savoir si c'était vrai. Donc, elle me dit, écoute, la rue que tu cites, j'ai l'impression qu'elle existe. Je fais, t'es sûre, t'es sûre? Elle me dit, je suis quasiment certaine. Du coup, on organise une journée, tous ensemble, on y va. Et là, dans la rue que j'avais citée, tout ce que j'avais dit, on le retrouve, à un tel point que cette première révélation fera l'objet d'un court-métrage pour TF1 à l'époque dans l'émission Mystère. Et que ce court-métrage obtiendra un prix. Donc, pour vous dire que ce premier coup d'essai réalisé, et là, je me suis dit, oh là là là, il faut que je recommence. Et je vais recommencer, et je vais recommencer, et ça va prendre de l'ampleur, et je vais affiner ma technique, et c'est là où ça commence à devenir technique, parce que je vais comprendre plein de choses, et à partir de là, je vais devenir très théorique, mais en même temps, en fait, j'ai une amie scientifique qui m'a dit, enfin, souvent ils m'ont dit, en fait, vous êtes une scientifique qui vous ignorez. Je n'ai aucune formation scientifique, on ne va pas dire ce qui n'est pas la vérité, hein. Je n'ai pas de formation scientifique, mais mon travail se veut à caractère scientifique. Après, dans le métier que j'ai fait, il fallait suivre des procédures et être carré. Donc, il y avait aussi ce terrain en moi où on est dans un métier, l'aéronautique, où on anticipe en permanence sur la sûreté, la sécurité, on ne transporte pas, on ne vend pas des pommes de terre. Donc, en fait, on doit absolument. Donc,
très certainement que ma structure de base, plus ce métier que j'ai eu, plus ma façon de voir les choses, a fait en sorte que ben, je suis la scientifique qui s'ignore en fait quelque part. Et de fait, j'ai, comment dirais-je, mis toute cette énergie et cette façon de faire dans cette discipline. Parce que ce qui est important pour moi, c'était de viser, comme je le dis toujours, je préfère viser la qualité et la rater que viser la médiocrité et l'atteindre. Donc, il fallait être très carré, très structuré. Voilà. Petite question par rapport à la psychométrie. Est-ce que les informations qui sont contenues dans un objet sont finies ou, ou est-ce qu'on pourrait tirer le fil à l'infini? Par expérience, le fil, on peut le tirer à l'infini. On peut le tirer à l'infini. Parce qu'une mémoire est une mémoire. Et une mémoire a beaucoup de choses à nous dire. Que ce soit un lieu, que ce soit un objet. Parce qu'un objet, par exemple, chez vous, il va bénéficier de l'énergie des personnes qui habitent le lieu. Donc, il va être complètement impacté par ça. Et il va, comment dirais-je, excusez-moi, voilà, ça s'était éteint. Il va être complètement impacté par ça. Et de fait, on peut lire un objet. Comme combien de fois sur des sites historiques, j'ai posé ma main sur le mur. Alors, par contre, là où il faut être vigilant, c'est savoir quelle époque on veut travailler. Donc, c'est à nous de formuler la question. Je veux remonter, par exemple, au XIVe siècle. Je veux savoir ce qui s'est passé, par exemple, au XIVe siècle, ou au XIIe siècle, ou au XVIIe siècle. Il faut poser, parce que sinon, vous posez la main, vous allez avoir un défilé d'informations ça peut aller dans tous les sens. Il faut être précis dans la façon dans laquelle on pose sa question. Savoir ce que l'on demande. Et vous posez la question plutôt à des guides ou plutôt à l'objet, à votre avis? Voilà, quand je pose ma main, par exemple, si c'est sur un mur, c'est que je suis là pour une enquête précise. Donc, je vais questionner sur l'enquête que je mène, précisément de l'époque que je mène, clairement. Si c'est un objet, je vais demander ce que l'objet a à me dire. S'il a quelque chose une fois, j'ai même psychométré sur un objet de musée. Voilà, je ne peux pas dire ce que c'est, mais il m'a donné des informations essentielles sur une période du bas moyen, oui, enfin, du milieu, enfin, du Xe siècle, on va dire ça comme ça, mais des informations essentielles. Donc, en fait, et quand c'est sur une personne, quand je prends une main, je ne peux pas prendre une main comme ça, il faut savoir ce que je vais demander. Est-ce que je travaille sur une rétrocognition, sur un nœud karmique, un lien karmique, une vie antérieure, une entre-deux-vie? Est-ce que je travaille sur une analyse? Est-ce que je travaille... Il y a tellement de questions. En fait, comme je dis toujours, je peux prendre différentes autoroutes, mais il faut que je sache, avant de prendre la main, la question que je vais poser. Sinon, ça va dans tous les sens. Alors, je pense que ce serait intéressant que vous nous expliquiez de votre point de vue ce que c'est que la mémoire, parce que quand vous avez mentionné ce terme-là, pour beaucoup de gens, la mémoire, c'est les souvenirs qu'on a de notre vie dans notre cerveau, tout simplement. Mais là, ça va beaucoup plus loin, en fait, dans votre Ça va beaucoup plus discours. loin. Ça va beaucoup plus loin parce que tout est énergie, tout est onde, tout est vibration, tout est fréquence. Et ça ne se voit peut-être pas, mais ça existe. Quand vous allez sur un lieu, il va dégager des fois une forte énergie. Il y a des lieux qui sont positifs, des lieux qui sont plus lourds en termes d'énergie. C'est ce qui s'appelle des fréquences, des vibrations. Et ces lieux-là, ils sont porteurs d'une histoire, d'un vécu. Ça veut dire qu'il y a matériellement ce qu'on voit aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le lieu dans lequel nous allons, mais il y a aussi cette partie invisible qui continue aussi d'exister. Parce qu'une mémoire, quand je parle de mémoire, pour qu'on comprenne mieux, c'est alors, je vais faire attention parce que là, vous parlez de mémoire, d'esprit, de souvenirs qu'on a de son enfance. Oui, on se rappelle, on se souvient d'avoir vécu tel ou tel événement. Mais par exemple, si je remonte dans l'aspect karmique, je vais retourner dans une vie dans laquelle vous avez vécu, par exemple, à telle époque. Vous ne vous en souvenez plus dans cette vie actuelle parce que vous avez ce qu'on appelle plus communément l'amnésie de la réincarnation. Cette amnésie, elle est nécessaire pour vous protéger parce que si vous aviez connu des méfaits ou quoi que ce soit, vous devenez schizophrène, enfin, vous ne vivez plus. C'est plus possible. Mais comment dirais-je, cette mémoire, cette vie, enfin, c'est plus qu'une mémoire, cette vie que je vais aller explorer, va me permettre d'avoir accès à cette mémoire akashique universelle, en fait, cette grande bibliothèque dans laquelle sont stockés tout ce que l'être humain a pu faire depuis son origine, en fait. Et bien, c'est à chaque fois, je vais prendre le livre et ouvrir le chapitre qui concerne une période de la personne. Et les mémoires sont très importantes.
elles sont importantes. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces mémoires-là, ces informations, si vous voulez, parce qu'après, ça peut être une question de sémantique, hein, quand on emploie le mot, ces mémoires, ces informations, c'est grâce à ça on va se comprendre, on va se connaître, on aura des réponses. Ça va nous permettre peut-être de régler certaines problématiques. Ça veut dire que ça va ouvrir un champ d'action extrêmement large. Donc, ces mémoires, heureusement qu'elles existent. Parce que s'il n'y avait plus rien, mais ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe. Et que vous le vouliez ou non, vous laissez votre empreinte, que ce soit dans l'entre-deux-vie ou dans les vies incarnées, vous laissez votre empreinte, vous laissez cette mémoire du passé qui existe et qui, pour moi, se traduit, quand j'y vais, par une vie qui continue toujours d'exister dans un autre plan de conscience. Alors J'espère ça, être très clair. ça, je voudrais faire une petite pause là-dessus parce que c'est quelque chose qui me fascine et où j'atteins vite ma limite, mais en même temps, j'ai envie de comprendre. C'est-à-dire que le passé existe toujours, c'est ça? Absolument. Alors, de mes expériences, je ne peux pas vous dire le contraire, parce que dans mon cas, alors là, pour le coup, je parle vraiment que de mon cas, dans ce que j'expérimente depuis des années, lorsque je suis à sortir, explorer une vie antérieure, je me retrouve dans le lieu. C'est-à-dire que j'ai les odeurs, j'ai les sons, les sensations, je vois les vêtements, je vois les lieux, je peux entendre, je peux traduire jusqu'à 3 personnes en conversation. Je ne peux pas aller au-delà. Mais déjà, 3, je peux. 3, je peux. Je peux aussi également voir ce qui est écrit sur un livre, sur un mur, ce qui est gravé aussi également. Enfin, si vous saviez ce que j'ai fait, j'ose pas trop dire parce que pour une première fois, je vais me contenir, mais c'est vivant. Et là, pour vraiment statuer définitivement sur ce que je vis, le choc que j'ai eu une fois lors d'un de mes voyages, parce que là, pour le coup, ça me concernait et je l'ai vécu. C'est d'ailleurs une des rares fois, je crois même, ça faisait 2 fois que ça m'arrivait, 2 ou 3 fois, vous vous rendez compte sur le nombre d'années. Je travaille avec une de mes élèves à lui révéler une vie antérieure qui se passe au XIe siècle en Terre Sainte. Et je suis dans une crypte où il y a une femme de dos et elle est face à cette femme et elle demande l'asile, en fait, elle demande la protection. Et cette femme m'intrigue parce qu'elle dégage une énergie incroyable. Et donc, je n'écoute plus ce que demande cette personne, que cette femme qui vit actuellement réincarne, mais je me suis dit qui elle est. Et là, je reçois un tas d'informations sur qui elle est. Et je suis émerveillée d'entendre ça. Et là, en fait, je me suis dit, ben, comme je bouge comme dans la vie actuelle, physique, je me suis dit, il faut que je vois son visage. Donc, en fait, je me déplace pour me retrouver en face d'elle et pour la voir de face. Et là, au moment où je la vois de face, waouh, j'ai un choc. Mon double réintègre mon corps physique à une rapidité étonnante. Je tremble de partout, je suis en larmes. Je viens juste de me reconnaître. C'est moi. Et ça, et ça, et ça a été tellement puissant pour moi que pendant 2 ans, j'ai enfermé cette information dans un tiroir. Je ne voulais même pas savoir et aller plus loin parce que je n'étais pas prête, parce que ça me semblait trop pour moi. Et 2 ans plus tard, je me retrouve en Belgique. Il y a un contexte qui fait avec des amis où on parle de quelque chose. Ce quelque chose fait ressurgir l'information. Et à partir de là, tout se réemboîte à nouveau dans mon esprit. Et je me dis, oh là là, il faut que je comprenne. De là, par 9 ans d'enquête, et j'en sortirai un livre qui s'appelle Sur les pas de Mathilda de Toscane. Voilà. Et je vais l'écrire au bout de 9 ans d'enquête en expliquant tout ce que je vais vivre sur le terrain. Parce que je développe de telles théories et c'est grâce à mes enquêtes de terrain que je peux développer toutes ces théories qui sont mais incroyables. Parce que ça dépasse la révélation même. Ça dépasse le sens de la révélation que l'on fait à quelqu'un. Puisque ça impacte même des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui, au moment où ils vont vous rencontrer, vont savoir. J'aurai l'occasion d'en parler à un autre moment, mais ça dépasse l'entendement. D'accord. Quel est l'impact justement quand vous parvenez à tirer des informations d'une vie antérieure de quelqu'un? Qu'est-ce que ça lui provoque elle a cette information de qui elle a été dans une autre vie, dans une autre époque qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, et pourtant peut-être avec des enjeux similaires ou bien des similarités quoi, entre les deux vies et les deux époques, quoi. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des fois des états de sidération, parce que c'est tellement incroyable que sidération, il y a de l'émotion, il y a du trouble, mais
comme ce qui est important pour moi, c'est que ce soit toujours très positif, et c'est là, dans le protocole que j'évoquais en préambule au début de l'émission, et ça fait partie de il y a 5 étapes dans mon protocole, et ça fait partie de la deuxième étape du protocole, c'est-à-dire que je vais demander à l'élève d'établir un tableau des résonances psychologiques. C'est-à-dire l'intérêt, dans un premier temps, on y va étape par étape, étape par étape. Donc, après la retranscription de la bande, je vais lui demander de faire un tableau, d'évaluer un tableau des résonances psychologiques pour mettre en exergue ce que j'ai exprimé dans sa vie antérieure et ce qui lui semble dans cette vie-ci être similaire, tant d'un point de vue émotionnel, affectif, relationnel, professionnel, traumatique, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les similitudes sont énormes. Et je dirais, et je le dis déjà depuis un moment, mais dans la théorie que je dégage, ce que je mets en premier plan en termes techniques, ce sont les répétitions de schémas. Les répétitions de schémas. C'est fou comment d'une vie à l'autre, on peut répéter des schémas. Parce que il faut bien entendre quelque chose. Comprendre n'est pas guérir. C'est pas parce qu'on sait qu'on peut. Et donc, c'est ça qui génère la répétition de schémas aussi également. À ça, j'associe l'entre-deux-vie, puisque à la vie, à la fin d'une vie terrestre, l'âme va partir dans l'entre-deux-vie et va faire un travail dans l'entre-deux-vie. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça, c'est beaucoup trop long. Mais au moment où l'âme s'incarne, elle revient avec cette amnésie. Mais en même temps, son âme est chargée d'informations. Comment je peux le savoir? Parce que l'âme, au regard du travail qu'elle a fait d'entre-deux-vie, va arriver dans une structure où elle va vivre des choses avec des personnes. Ça sera d'abord la structure familiale, après ça sera la structure éducative scolaire, la structure amicale, la structure relationnelle, la structure amoureuse, la structure professionnelle. Ça veut dire que votre vie est jalonnée de structures. Et forcément, dans toutes ces structures, vous allez être confronté à vivre des choses. Et c'est à ce moment-là où vous allez vivre certaines choses que ça va déclencher autre chose. En mémoire, justement, à ce que vous avez travaillé dans l'entre-deux-vie, conséquence de ce qui a été dans une vie antérieure. Formidable. J'espère bien l'expliquer. Ben, je crois. Merci. Merci pour cet effort aussi de transmission, parce que pour beaucoup, c'est très très mystérieux. Alors d'ailleurs, je crois savoir qu'il y a des gens qui, ben, justement, vous les avez appelés vos élèves, qui viennent travailler avec vous pour se former à ces choses-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Et peut-être préciser aussi qu'on ne vient pas vous voir pour faire une consultation de vie antérieure. C'est très différent, hein, c'est ça? Alors, merci d'en parler. Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans le cadre associatif, j'ai une école où j'enseigne en première, deuxième, troisième année, c'est-à-dire à développer ces perceptions extrasensorielles, cognitives et sensitives, mais aussi à apprendre la théorie. Donc, en fait, la parapsychologie, c'est un vrai chemin personnel qui conduit vers un développement de soi et une meilleure connaissance de soi. En fait, c'est ça que, in fine, on va découvrir. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ça, effectivement, j'ai des cours qui se limitent à un petit nombre de personnes. Et puis, parallèlement, alors là, par contre, alors là, c'est vraiment que mes élèves. Hein, je ne prends aucune personne extérieure que ceux qui se sont inscrits quand l'année démarre. Par exemple, là, en octobre, ça y est, c'est complet. Voilà, j'ai mon petit groupe. Voilà, pour les nouveaux qui arrivent. Et puis, j'ai aussi mis en place cette année, pour cette saison, des week-ends immersifs séminaires à Chartres. Ça, par contre, c'est ouvert à tout le monde. Ça veut dire que il suffit simplement d'aller sur mon site internet et d'aller à la rubrique Pascal Lafargue, séminaire week-end immersif. Et là, eh bien, vous aurez toutes les infos, je dirais, du programme, de ce qu'on propose pendant tout un week-end. Où là, par contre, c'est très dense, c'est très intense. Alors, je ne dévoile pas tout parce que là, on démarre en novembre. Là, il est complet. Donc maintenant, on a ouvert sur février 2026 le prochain week-end. C'est absolument complet. Et on développe aussi les week-ends immersifs conférences. Ça démarre en décembre. Et là, il y aura 2 invités et moi-même, donc, où on va tout un week-end être près des personnes. Ce qui est important pour nous, c'est de privilégier
le côté intime, très peu de personnes, pas plus de 14, 15. Le côté un peu unique. C'est un concept qu'on a créé, mais ce qu'on veut, c'est que vraiment les gens se sentent dans une bulle pendant un week-end avec de l'information et surtout quelque chose d'immersif et où les gens, pendant un week-end, au-delà des interventions, pourront bénéficier de poser des questions, parce qu'on reste ensemble aussi pour dîner, etc. Donc, il y a vraiment, au-delà du séminaire, c'est une façon de partager un moment ensemble avec une qualité et mon expertise, bien sûr, pendant ce week-end. Voilà. Et donc, les cours et les séminaires qui démarrent, les week-ends immersifs qui démarrent cette année. Voilà. Donc, toutes ces informations, on peut les trouver sur Internet. D'accord. Et décembre, j'ai pas bien compris, c'est la Bon, thématique, ce sera quoi? alors, décembre, c'est un week-end immersif aussi, mais conférence. Mhm, Et là, j'inviterai Valérie Tenza-Darmandy, astrologue, qui nous parlera du grand passage. mhm, J'inviterai Egon Kragel, chercheur en ufologie, mhm. qui parlera du Carvardina. Et moi-même, je présenterai aussi une conférence sur le thème de Marie-Madeleine. Alors, il y aura des photos, il y aura tout ça. Et puis, c'est tout un week-end, il y aura des dîners, et donc une proximité avec les conférenciers. Donc ça, il y aura un ou deux modules dans l'année, mais il y aura plus de modules sur des séminaires à thème que j'anime. Et cette année, c'est la réincarnation. Voilà, avec des nouveautés, des exclusivités, donc des choses dont je n'ai encore jamais parlé ni présenté. Donc, je le réserve pour mes week-ends. Voilà. D'accord, Et merci. cette école, bien sûr. Et ce que je dois dire aussi, c'est qu'une chaîne YouTube va démarrer en novembre où je vais faire des petites capsules où je parlerai de choses très basiques comme de choses plus, comment dirais-je, importantes, où je parlerai de mes enquêtes, de mes recherches. Là, on a commencé les tournages et je pense que ça va démarrer. Je n'ai pas la date exacte parce que c'est pas moi qui contrôle ça. Ça devrait démarrer deuxième quinzaine de novembre à Plougueroux. Donc voilà pour l'actualité fraîche du moment. Merci. Bah écoutez, du coup, j'invite tout le monde à aller sur votre site hein, pour en savoir plus. Oui, Oui, et je pardon. voudrais aussi, vous avez dit également, alors ne m'écrivez pas pour une consultation parce que j'ai pas de cabinet, je ne reçois pas, je ne travaille qu'avec mes élèves. Donc voilà, je sais que c'est difficile à dire, mais je préfère dire les choses clairement. Moi, mon rôle, c'est vraiment d'expérimenter, de faire de la recherche, de comprendre le fonctionnement. Donc, je n'ouvre pas de cabinet, je ne veux pas. D'une part, parce que se concentrer, c'est épuisant parce que quand on ne voit pas comment je fais, on ne se rend pas bien compte. Donc, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Donc voilà, j'en suis vraiment désolée, mais je ne peux absolument pas voilà, répondre aux demandes qui arrivent et j'en suis sincèrement désolée. Non, mais c'est très clair et c'est votre positionnement. Voilà. Je voulais vous demander, avant de passer, tout de suite après, on parle de Marie-Madeleine, c'est promis, mais je voulais vous demander, à votre connaissance, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui fait ce que vous faites? C'est-à-dire des enquêtes sur la base de capacités extrasensorielles, plus la validation ensuite scientifique, historique de tout ce que vous découvrez. Je cherche, je ne sais répondre à ça. Je ne sais répondre à ça. Dans le monde, j'espère que oui, mais pour le moment, c'est pas porté à ma connaissance. Alors moi, les personnes qui enquêtaient sur la réincarnation, j'ai connu Ian Stevenson, qui le faisait, qui Ian enquêtait. Stevenson, c'est quand même, je voulais le préciser, c'est quand même un ponte hein, dans le domaine. Il a beaucoup étudié la réincarnation, notamment chez les enfants, si je ne m'abuse, et je crois même qu'il y a il me semble même qu'il y a un reportage sur Netflix qui reprend cette thématique-là, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir, c'est passionnant. Et on voit que c'est vraiment étudié avec beaucoup, beaucoup de rigueur. Et on fait beaucoup d'enquêtes sur ce que disent les enfants, sur leurs souvenirs de vie antérieure, etc. Et Ian Stevenson, c'était vraiment le ponte aux Ah États-Unis. ben, Voilà. c'était même le ponte dans le monde, hein. Il était dans le Who's Who, Ian Stevenson, c'était vraiment le ponte. Et quand il a connu mes travaux, il a voulu me rencontrer grâce par l'intermédiaire d'une amie journaliste. Je peux donner son nom, Sylvie Simon, qui avait dit il faut absolument que. Et elle en avait parlé, là, il m'a écrit, la rencontre s'est faite. On s'est vu plusieurs fois d'ailleurs avec Ian Stevenson. Et il m'avait dit avec son charmant accent, Pascal, vous faites le contraire de moi. Vous vous révélez. Moi, on me donne l'information et je vais enquêter. Voilà. Et cette phrase, je me rappelle, c'est cette phrase qu'il m'avait dit, ma chère Pascal, mais qui vous guide? Qui vous guide? Ça, c'était sa grande interrogation, puisqu'à l'époque, je ne le savais même pas moi-même. Donc, voilà.
Bon, ben, merci. Du coup, Marie-Madeleine, énorme dossier. Comment vous en êtes arrivé déjà à vous lancer sur les traces de Marie-Madeleine? Alors, ça démarre comme ça. Il y a plusieurs années en arrière, j'ai entre les mains un livre de Guy Breton et Louis Pauwels, où ils racontent plusieurs histoires dans un livre. Et à un moment donné, je tombe sur un chapitre qui parle de Rennes-le-Château et la Bessonnière. Et donc, comme en tant que psychomètre, vous l'avez compris, je regarde la photo parce que les mains et les yeux aussi, ça peut être aussi de toucher du regard. Et en voyant la photo de la Bessonnière, et je ne sais pas, je pose ma main sur la photo et j'entends parler latin. Et je me suis dit, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je fais traduire. Et là, il est question de certaines choses que je n'ai pas trop envie de parler là maintenant. Il est question de certaines choses et du coup, ça pique ma curiosité. Et comme moi, j'ai pas peur de voyager, de bouger, de me déplacer, voilà, ça, c'est pas un problème pour moi. Euh, je décide de monter, dans le cadre associatif, des premières enquêtes à Rennes-le-Château. Et je vais commencer à travailler, à me concentrer sur certains lieux. Et puis, de la Bessonnière, je pars sur autre chose, puis je découvre autre chose, et ça commence à prendre de l'ampleur. Et il est question de Jésus, il est question de Marie-Madeleine, il est question de plein de choses. Je fais, bon, c'est quand même dingue. Parallèlement à ça, il se trouve qu'une fois, ça, c'est des choses dont je parle jamais, que je vais dire là. Oh, je suis en train de me rendre compte que je vais peut-être dire quelque chose que je l'ai dit de façon confidentielle. Attendez, il faut que je réfléchisse. Bon, comme je vous l'ai dit que j'avais aucune limite, euh, bon, je vais juste contrôler ce que je vais dire. Comme j'ai pas de limite dans ma façon de travailler, je me rappelle que je suis en cours avec mes élèves, c'était dans les débuts, et je voulais communiquer avec Jésus. Alors, bon, je me suis dit, tant qu'à faire, si je vais voir ce qui va se passer. Et dans cette expérience que je vais mener, ça va dépasser mon entendement. Pourquoi? Parce que je vais, pouf, j'ai de l'émotion en le disant. Bon, c'est peut-être temps d'en parler, je ne sais pas, ça fait tellement des années. C'est-à-dire que, alors que je reviens de ce voyage et cette concentration, je suis bien en contact avec un homme, et cet homme va, de sa main gauche, je crois, oui, c'était la main gauche, me montrer des lanières en cuir, et il va me montrer une plaque en cuir. Et il me dit de regarder cette plaque en cuir, et je ne comprends pas ce qui est écrit. Et je lui dis, pouvez-vous me dire ce qui est écrit sur cette plaque? Et il me dit, Schéma Israël. Moi, Schéma Israël, et je préfère m'arrêter là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Schéma Israël? Et puis à l'époque, j'en parle à mon papa, et il me dit, écoute, si tu veux, il se trouve que la pharmacienne que je connais, son employée, elle est d'obédience juive. Il dit, je peux lui poser la question, peut-être si elle sait traduire ce mot. Et il va lui parler, elle, toute excitée, elle me donne plus qu'une réponse, puisqu'en fait, elle va me dire que ces lanières s'appellent des phylactères, que les Juifs s'en servent pour les prières, et que Shema Israël veut dire en fait écoute Israël, et que c'est la prière, en fait, c'est aux Juifs ce que notre Père est aux chrétiens. Hmm. Oh, et là, je me dis, mais c'est pas possible d'entendre une chose pareille. Et c'est à partir de ce moment-là où je vais vivre des phénomènes inouïs, où je vais entendre parler hébreu phonétiquement, parce que je ne connais pas du tout un mot d'hébreu, et je vais devoir faire traduire ce que j'entends, parce que je ne sais pas ce que j'écris. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Donc, ce phénomène d'entendre dans des langues étrangères s'appelle le phénomène de xénoglossie. Ça veut dire qu'on est capable d'entendre une langue qu'on ne connaît pas. Donc, je la dis phonétiquement. Ça m'est arrivé en une douzaine de langues à peu près. Donc, forcément, je suis obligée de faire traduire parce que je ne sais pas ce que je dis à ce moment-là. Toujours est-il que, eh bien oui, ça vient aussi de là. Et de là, je pars sur Marie-Madeleine et je commence à travailler depuis des années, essayer de comprendre le sens de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Qu'est-ce qui s'est passé sur Marie-Madeleine? Donc, le temps passe, le temps passe. Et l'année dernière, des anciennes élèves qui travaillent avec moi et qui m'aident dans les recherches à retranscrire, ils m'ont dit, écoutez Pascal, on a retranscrit certaines de vos bandes,
sur Marie-Madeleine, sur des révélations. Vous ne pouvez pas laisser tous ces textes, toute cette révélation dormir dans vos archives. Il faut vraiment les publier. Je leur ai dit oui, mais vous savez, ça sera encore un livre sur Marie-Madeleine. Mais ils disent oui, mais vous l'abordez de façon différente. Vous apportez un autre regard, vous l'abordez différemment. Vous allez sur les lieux, vous enquêtez, vous révélez, vous racontez, puis vous avez des messages extraordinaires dedans. Et je leur ai dit, bon, redonnez-moi ce que vous avez transcrit, je vais le relire. Et donc là, je passe à la relecture. Et au moment où je relis, je pleure, j'ai les larmes aux yeux. Et je suis tellement émue par la profondeur et la beauté des messages qu'intérieurement, je me dis, waouh, elles ont raison, sans doute, il va falloir que j'écrive. Et c'est ça, grâce à elles, qui m'ont convaincue donc d'écrire. Et c'est comme ça que je me suis mise à l'écriture. De là, on m'a fait une proposition, parce que l'éditrice qui me fait une proposition me dit que ça n'a jamais été abordé sous cet angle-là. Et c'est elle qui m'a vraiment fait confiance et poussé presque à dire des choses que je ne voulais même pas écrire, mais qui m'a poussé à le faire parce qu'il était temps, parce que c'était le moment. Et mes travaux que je faisais et que je conduisais à l'époque allaient dans ce sens-là, en fait, comme s'il y avait une question de timing, de temps, et que c'était le moment de le faire. Eh bien, j'ai écouté mon instinct, j'ai écouté les conseils, j'ai écouté ces belles personnes autour de moi qui m'ont, comment dirais-je, demandé d'écrire. Donc, elles m'ont aidé surtout à faire les retranscriptions, puisque c'est ça qui prend beaucoup de temps. Et voici, on arrive à ce livre. Alors, je n'ai pas tout mis dans ce livre. C'était un premier essai, parce que je me dis, on va voir déjà comment il va être accueilli. Comment il va être accueilli, qu'est-ce que les gens en pensent, comment ils ressentent, etc. Parce que moi, je suis quelqu'un plutôt voilà, pas tout d'un coup, voilà, on y va doucement, j'appréhende les choses. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je ne veux jamais déranger, je ne veux pas, voilà. Mais en même temps, à un moment donné, il faut y aller. Et il est sorti le 3 juin et il reçoit un bon accueil. Et mon éditrice me tient au courant de ce qui se passe. Oh, je fais, c'est incroyable, qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Et donc, je peux d'ores et déjà vous dire que vu l'accueil, mais non seulement l'accueil, mais les retours et les mails que nous recevons, il a été décidé que je me lançais sur le tome 2. Voilà. Donc, il y a un tome 2 qui devrait sortir la saison prochaine. Voilà. Super, Voilà. super nouvelle. Peut-être pour resituer un petit peu le contexte aussi, pour ceux qui ne seraient pas au courant, et il y en a sans doute, il y a un grand débat depuis très très longtemps qui oppose deux visions de la vie de Marie-Madeleine. L'une qui serait tirée plutôt des évangiles canoniques qui la présentent d'une certaine manière, et l'autre des évangiles apocryphes ou des écritures gnostiques qui la présentent d'une autre manière. Alors, vous arrivez un petit peu avec un point de vue tranchant sur la question. Est-ce que vous pouvez nous remettre un peu en contexte et puis nous dire justement ce que vos enquêtes vous ont permis de comprendre? Oui. Alors c'est pas d'un point de vue tranchant, puisqu'en fait, ce mot est fort. C'est la conséquence de mes travaux, de mes recherches et de mes expérimentations où je découvre clairement, parce qu'en fait, d'une part, on nous annonce que Marie-Madeleine est une ville pécheresse et qu'en fait, on va un petit peu, cette femme, on va la mettre un peu à l'écart, dans l'ombre et l'extraire même de pas mal de choses. Sauf que moi, quand je commence à travailler, c'est pas du tout ce que je vois. Je vois une femme plutôt de lignée noble. Je vois qu'elle a un rôle important près de Jésus. Je vois même qu'elle a plus qu'un rôle, il y a un lien qui est fort entre deux. Et je commence à percevoir des choses et à entendre des choses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on a pu nous dire. Et là, je commence à être troublée. Donc, j'essaye d'en savoir un petit peu davantage. Et puis, au fur et à mesure, je commence à faire des recherches. Et je me rends compte que dans l'évangile, par exemple, de Philippe, l'évangile de Philippe va mettre en avant, d'ailleurs, c'est écrit, qu'en fait, il est clairement dit que Marie-Madeleine serait l'épouse de Jésus. Et Philippe dit, le maître l'a même embrassé sur la bouche. Donc, en fait, quand vous lisez ça, vous vous dites, sauf erreur de ma part, Jésus appelait Marie-Madeleine Quinonos, ce qui veut dire, dans une analyse linguistique de textes apocryphes qui auraient été traduites, mon épouse. Donc, en fait, quand je découvre tout ça, je me dis, comment on a pu passer à côté de ça?
pendant toutes ces années. Comment on a pu passer à côté de ça déjà d'une part? Pourquoi on a invisibilisé autant Marie-Madeleine? Est-ce qu'elle avait finalement plus d'importance? Mais qu'est-ce que je vais découvrir? Que dans l'histoire et de par toutes les enquêtes que j'ai pu mener, il y a beaucoup de femmes qui ont mal fini parce qu'elles avaient la connaissance, le pouvoir, l'instinct, la stature, la descendance, la lignée. En fait, ces femmes qui ont été invisibilisées par l'histoire portent un nom. C'est l'effet Matilda. Ça vient de l'auteure américaine Matilda Joslyn Gage, qui expliquait que, en fait, il dénonçait l'effacement des femmes, souvent au bénéfice des hommes qui voulaient le pouvoir, eux. Et d'ailleurs, dans l'Église catholique, il n'y a quasiment jamais eu de femmes, en fait, c'est que des hommes. En revanche, ce que j'ai envie de dire aussi par rapport à cela, c'est qu'au fur et à mesure, parce que comme je le disais lors de l'émission, j'enquête, non, je révèle, j'enquête, je vais sur le terrain. Et puis, d'un seul coup, vous rencontrez qu'il y a une distorsion entre ce qu'on vous dit et ce qui est. Alors, pour avoir mené d'autres enquêtes historiques, je me suis rendu compte que ce que j'ai appris à l'école n'est pas du tout ça. En fait, en enquêtant, en allant sur le terrain, mais c'est pas du tout ça, c'est complètement autre chose. Donc, en fait, je me rends compte que l'histoire est bourrée de zones d'ombre, qu'on nous a caché la vérité, pour certaines choses en tout cas, et qu'en fait, ben, je ne peux que constater, et ça n'engage que moi, que eh ben, cette période-là aussi a des zones d'ombre, et qu'en fait, ce qu'on veut bien nous dire n'est pas forcément ce qui est. Et tout cet intérêt-là et le vouloir de comprendre les choses, c'est ça aussi qui va m'intéresser. C'est d'aller voir et chercher ce qui est derrière tout ça. Alors, je vais m'intéresser euh, au couple, en fait, Jésus et Marie-Madeleine. Je vais être claire, pour Jésus, j'ai déjà un tome qui est déjà au chaud, qui est déjà écrit, mais je ne veux pas le sortir pour maintenant parce que je n'ai pas suffisamment, je suis pas, voilà, j'ai besoin de travailler encore toute une autre partie, mais ça c'est fait. Mais pour le moment, je reste que sur Marie-Madeleine. Ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'ont fait ces femmes, comment elles ont voyagé, où elles sont arrivées, ce qu'elles ont fait. Et je vais me rendre compte que pour certaines versions, ben, en allant sur les lieux, que non, non, là, je ne vois pas qu'elle est restée 20 ans là, pas du tout, au contraire qu'elle a voyagé. Je vois qu'elles sont détentrices d'un enseignement sacré, d'un évangile, mais aussi qu'elles pratiquent des rituels, mais qui ne sont pas du tout connotés par rapport à ce qu'on peut entendre de nos jours, c'est-à-dire des rituels forts qui permettent de relier aussi au féminin sacré, à la femme, où elles honorent aussi certaines personnalités. Et d'ailleurs, dans le tome 2, je peux d'ores et déjà dire que je parlerai de l'origine de Marie-Madeleine, parce que je vais découvrir deux origines fondamentales que je développerai dans le tome 2, suite à mes travaux, bien entendu. Et d'ailleurs, j'ai même codé mon livre et j'ai même codé la couverture du livre où je donne un signe, un gros signe fort. Mais tout ça, moi, j'adore faire ça et ça laisse la porte à la compréhension de beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est ça qui va m'intéresser. Et d'ailleurs, je fais un voyage le mois prochain. Je dis pas où ni la date parce que je ne voudrais pas qu'on me retrouve là où je suis, mais où je vais enquêter sur un lieu où Marie et cette communauté de femmes, les maris, sont allés. Puisque Marie-Madeleine dira, et c'est là où j'entends cette phrase, c'est en 98, 99, lors d'une concentration, pour vous dire que ça remonte à plusieurs années, nous sommes les femmes d'éternité. Et quand j'entends cette phrase, et je le prononce en cours avec les élèves du moment, mais on est en larmes, les femmes d'éternité. Et en fait, je vais essayer de comprendre pourquoi elle emploie ce mot, les femmes d'éternité. Eh bien, je vais vite le comprendre, parce qu'en fait, elle va m'expliquer qu'elles vont s'incarner de vie en vie. Elles seront des druidesses, des prêtresses, des seigneuresses, des chevalières, des guerrières pour certaines, qu'elles ont déjà été et qu'elles seront, et qu'en fait, le but, c'est de préserver le message, de préserver l'enseignement, parce que il y a une transmission orale qui va être importante, mais aussi une transmission écrite. Et la transmission écrite va être dans l'encodage de quoi? Ah, j'ai des frissons. Parce que tout va être codé. Les vêtements, les lieux, les constructions, les piliers, les bâtiments, et ceux qui construiront plus tard reproduiront ces codes pour qu'on n'oublie pas. Alors évidemment, à ceux qui savent déchiffrer, à ceux qui savent lire, ils les trouveront, ces codes-là. Mais en fait, tout est fait d'une façon où seul l'éveil et l'intérêt pourra permettre à la personne de découvrir et de comprendre aussi les choses.
Et là, je rentre dans un univers absolument fabuleux. Ça veut dire la pierre. Intéressez-vous aussi à la pierre, dans ce qui est gravé sur les pierres. Car je découvrirai au fur et à mesure des années que les lieux comme les grosses, comment dirais-je, les grosses cathédrales ou certains emplacements des basiliques sont construits sur les lieux d'anciens temples gaulois, gallo-romains, où on prêchait déjà, on initiait, on enseignait, on transmettait. Donc en fait, il y a une cohérence d'un point de vue de la transmission, d'un point de vue aussi tellurique. Vous parliez de mémoire tout à l'heure, ça en fait partie, la mémoire d'un lieu. Parce que pour moi, ils avaient une connaissance à cette époque des lieux, des emplacements par rapport à ce qui s'était passé avant. Et non seulement ils avaient une connaissance, mais aussi ils faisaient en sorte de renouer avec ce lieu pour que, rappelez-vous, je vous ai parlé de vibration, de fréquence aussi également, pour que ça continue toujours de vibrer au-delà des temps. Et de la même manière, elles vont dire aussi également qu'elles laisseront des indices ou qu'elles enterreront des rouleaux, des parchemins, des papiers, mais pas au même endroit. Parce que forcément, l'homme le trouvera, il détruira. Donc, ils vont en mettre partout. En fait, c'est comme un jeu de piste, en fait, où ils vont baliser le terrain et en mettre un petit peu partout pour ne pas tout mettre au même endroit. Et c'est ce que je fais depuis des années. Je vais de lieu en lieu et j'arrive maintenant à faire des correspondances, des schémas pour relier les lieux entre eux et voir ce que ces symboles géométriques donnent. Et ça donne des choses incroyables. Voilà en substance ce que je peux dire et ce qui est formidable dans l'intérêt. En fait, c'est même au-delà de moi maintenant. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que je suis partie sur une lancée, je ne vais pas m'arrêter, parce que j'ai l'impression que c'est une mission qui m'accapare et je commence aussi à comprendre pourquoi. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, en fait, euh, voilà, j'essaye de résumer, de vous expliquer, en fait, le sens, en fait, de l'intérêt. Parce qu'il est vaste. C'est pas qu'une femme qui aurait été proche de Jésus. Ça va beaucoup, enfin, c'est important avec ce qui va se passer. Parce que ça va créer une descendance. Ça va créer il y aura des conséquences. Si c'est bien son épouse, comme le dit l'évangile de Philippe et des textes apocryphes, ah ben, il s'est passé quelque chose. Et peut-être que ça génère un autre thème, j'anticipe pas parce que ça fera l'objet d'un autre thème aussi, sur des choses qui vont se passer un petit peu plus tard, quelques siècles plus tard. Mais ça aussi, en fait, ce qui est dingue, c'est que quand vous travaillez sur différentes périodes, sur différents moments, après, vous avez, c'est comme un immense patchwork. Vous rassemblez comme ça tous les morceaux et vous commencez à constituer un puzzle géant où d'un seul coup, ça devient clair, ça devient cohérent, vous comprenez et tout fait sens. C'est immense. Ben, on attend que vous nous donniez les codes aussi et la traduction de ces codes parce que, bon, en tout cas, en ce qui concerne Marie-Madeleine, je voudrais revenir sur ce livre puisque il est structuré de telle manière que vous faites votre enquête de lieu en lieu en suivant les traces finalement de Marie-Madeleine et à chaque fois vous allez découvrir des choses, vous allez rentrer comment dire, en communication, vous allez faire des voyages dans le temps, vous allez vraiment explorer avec ces capacités qui sont les vôtres pour essayer d'avoir des informations que les autres n'ont pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire quelques informations que vous avez réussi à obtenir parmi ces visites? Alors, parmi beaucoup d'autres, il y a Rennes-le-Château, que tout le monde connaît, la Sainte-Baume. Voilà, vous êtes allé dans des lieux où est passée Marie-Madeleine. Oui, je suis allée dans des lieux où est passée Marie-Madeleine et je suis même allée dans des lieux dont on ne parle pas forcément. Et là, je découvre quelque chose d'incroyable. Je dis, mais ce lieu, on n'en parle pas, alors que là, je sens qu'il y a quelque chose de fort dans ce lieu. Et en fait, ce qui va me donner raison, c'est en y allant à plusieurs reprises et plusieurs fois, en étant accompagnée d'un guide historique qui est devenu une amie et qui nous a permis d'accéder à certaines choses. Et je me rends compte que, mais ils ne se rendent pas compte que, mais en fait, mais c'est dingue. C'est mentionné sur un vitrail, c'est codé sur un pilier ou un mur, mais la réponse, elle est sous nos yeux. En fait, la plupart du temps, les réponses sont sous nos yeux, on ne le voit pas. On ne le voit pas pourquoi? Parce qu'on ne sait pas l'interpréter, ou parce que pour nous, ça ne parle pas. Mais dès qu'on s'ouvre à ça, mais la réponse, elle est là, en fait. Elle est là. Et puis, je vais me rendre compte que il va y avoir des lieux qui vont aussi, où je vais découvrir aussi des phases d'enseignement, des lieux aussi où les femmes, avec le temps, vont continuer à transmettre, je dirais,
le rituel, l'enseignement, la façon de faire. Et d'ailleurs, ça va même me mener en Écosse. Ça va même me mener en Écosse et à tel point, c'est que je vais vous raconter ce passage-là sans dévoiler tout le livre, mais lors d'une séance, d'un voyage que je fais dans le temps, je vais découvrir en fait tout un rituel d'initiation de femmes qui sont considérées comme être aussi des femmes d'éternité, dans un lieu absolument merveilleux où elles dansent, elles chantent, il y a des rituels, il se passe des tas de choses. Je trouve ça tellement beau. Tous les éléments sont réunis, l'eau, la cascade, les pierres, l'environnement, etc. Et à la fin, à toute fin, je dis, mais il est où ce lieu? Il est où ce lieu? Et à la fin, j'entends Île de Skye. Alors là, il n'en faut pas plus. On monte une équipe. On part à l'île de Skye, en Écosse. Et le lieu, alors grâce à mon équipe, on l'identifie. Et nous voilà partis. Et on se retrouve précisément dans un lieu sur l'île de Skye qui s'appelle Ferrypool. Et lorsqu'on arrive, on gare sa voiture. Et là, on commence. Là, je demande à des gens combien de temps ça met pour escalader cette montagne. Les points qu'on voit au loin, ils m'ont dit, c'est à peu près 1h30, 2 heures. C'est assez long. Et voilà, on escalade la montagne. Et allez savoir pourquoi, au bout d'1 h 15 de montée, j'aperçois, il y a un spot qui est à peu près plat. Et je trouve que ce spot, au regard du nombre de personnes que nous sommes, me semble intéressant d'exploiter. Donc, on s'assoit, on enlève les sacs à dos, on s'assoit. Et moi, je sors mon bloc-notes, mon crayon, et je commence à me dire, voilà, je vais noter tout ce qui va arriver pour me connecter au lieu. Et là, j'entends, lève-toi, sors du groupe et cherche ton rocher. Ok, je suis en concentration, je suis en enquête, je ne cherche pas à comprendre. Je dis au groupe tout doucement, ne bougez pas d'ici, moi je me lève, je sors. Je reprends mon sac, j'avance et je vois effectivement quelques mètres plus loin un rocher. Je me dis, c'est celui-là. Je laisse mon sac à dos, je m'assois sur le rocher, je ressors mon papier et mon crayon, et là, j'ai même pas le temps d'écrire. En face de moi, le soleil comme un projecteur éclaire la montagne, j'y vois comme une immense couronne argentée. En fait, je comprendrai plus tard qu'il devait y avoir un petit ruisseau ou un filet d'eau qui coulait. Je vois que cette solution-là, et donc du coup, avec le reflet du soleil, ça le rendait argenté. Et là, je bascule dans un autre espace-temps qui était que nous ne voyons pas en tant qu'être incarné sur Terre, mais qui existe quand même. Et là, je me retrouve à, comment dirais-je, vivre un enseignement, une initiation, un rituel. Donc, je vais essayer de capturer le plus de choses possible. Et ça se termine par, on me pose une couronne de fleurs sur la tête, avec des fleurs qui tombent dans mes cheveux, et une couronne de fleurs. Et j'entends, c'est presque un adoubement, où j'entends que je suis des leurs, en fait. Je suis tellement bouleversée que j'essaye de reprendre ma respiration, de me retrouver, jusqu'au moment où j'entends, maintenant, laisse-toi glisser, descends de ton rocher. Donc, je regarde l'espace sous mes pieds, je me laisse glisser, mes pieds vont toucher le sol, le ruisseau coule des cascades devant mes pieds. J'entends qu'on me dit de chercher, mais chercher quoi, j'en sais rien. Tourne-toi, je me tourne d'un quart, non, tourne-toi complètement. Donc, je me retrouve face au rocher, et là, je fais, mais qu'est-ce qu'il faut voir? Donc, je baisse les yeux, et qu'est-ce que je découvre incurvé sous le rocher? Une pierre blanche grande comme ça, sur laquelle il y avait gravé Missiu Granda. Et là, je pleure. Je fais ce qu'on me dit, j'enlève mes chaussures, je vais les pieds dans la cascade, je ne sais plus où j'habite, le cœur, il bat 100 à l'heure, je ne sais plus du tout où j'habite. Je ne sais plus ce que je dois faire, est-ce que je garde la pierre, est-ce que je ne la garde pas? Mon instinct me dit, remets-la au rocher, ça pourra servir à quelqu'un d'autre. Donc, je remets la pierre sous le rocher, et au moment où je sors, et je pars donc rejoindre le groupe, et là, je leur dis, on enregistre tout ce qui vient de se passer. Lorsqu'une élève me dit, Pascal, regardez, j'ai pris une photo de vous, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait d'instinct, au moment où vous quittiez votre rocher. Elle me montre la photo. La photo me représente, alors on voit que j'ai un gros dos parce que j'ai mon sac à dos, mais surtout me représente avec une couronne de fleurs et des fleurs dans les cheveux. Je n'avais pas de fleurs, j'avais rien dans les cheveux, ni chapeau, ni casquette, j'avais rien. Et en fait, la photo qu'elle prend, il est encore lié à cet espace-temps. J'étais pas encore tout à fait sortie de cet espace-temps. Cette photo, elle est magique. Elle est magique. Je suis d'une reconnaissance infinie envers cette personne d'avoir eu cet instinct.
Et lorsque je suis rentrée, donc là, je comprends effectivement plein de choses et ça fait sens. Mais quand je suis rentrée, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, Mishu Granda. En fait, si vous le traduisez, ça veut dire tu nous manques la grande. Mais la grande quoi? Qui est la grande quoi? Tu nous manques la grande. Et je vais découvrir que la racine de grande est liée aussi à Grenada, la grenade. Or, quand j'entends ça, ça me fait penser à Mathilda di Toscane, puisque Mathilde de Toscane, le symbole qu'elle portait, c'était la grenade. Et on l'appelait la grande aussi, la grande italienne, on l'a nommée comme ça. Mais quel rapport avec Mathilde de Toscane? Mais ce que j'apprends aussi, c'est que dans le Cantique des Cantiques de Salomon, la grenade est utilisée plusieurs fois pour décrire la beauté féminine. Oh, et là, je fais, mais c'est dingue! Là, ça colle aussi parce qu'il y a ce qui est gravé, ce qu'on appelle la première lecture, mais il y a toujours une deuxième lecture subliminale. Et il y a la troisième lecture, celle qui révèle. Et là, je comprends le sens de ce mot granda. Et par exemple, chez les chrétiens, la grenade est aussi une allégorie de l'Église qui accueille en son sein de nombreux fidèles rassemblés euh, autour de la foi. Et la couleur rouge symbolise aussi le couleur. Donc il y a la beauté féminine, il y a la foi, et grenade, la couleur rouge, le sang du Christ. Voilà, le sang. Et là, dans ma tête, tout se met en place, mais tout se raccorde aussi avec d'autres révélations et d'autres travaux. Honnêtement, Olivier, le taux de probabilité que je m'arrête au bout d'une heure et quart, qu'on me demande de me lever, de trouver un rocher, de vivre ce que je vis, de descendre du rocher et de trouver cette pierre dans cette montagne immense, c'est improbable. Si ce n'est que de la guidance sacrée. Je n'y vois pas d'autre explication. Merci. Dans ce chapitre, vous retranscrivez différentes choses que vous avez reçues. Parce que là, vous nous en faites un compte-rendu. Mais il faut savoir que dans tous les chapitres, il y a les Ah, textes finalement que vous recevez très oui. précisément. Alors je me Alors, disais peut-être je pourrais ou alors vous pouvez en lire un. je vous en ai Ah préparé. bah super. Voilà, Je encore vous en mieux. ai préparé deux. Je vous ai préparé deux textes. Parfait. Alors, le premier texte, ça, c'est de Marie-Madeleine, en fait, où je suis dans une grotte, je peux vous le dire, à ce moment-là, et j'avais envie de lui demander comment elle a vécu les choses et ce qu'elle a ressenti. Et voici ce qu'elle répond. Nos âmes ont voyagé au-delà du temps, parcourant chemins escarpés et montagnes enneigées. Nos âmes ont porté la parole, par-delà la pluie, la tempête et l'orage. Nos âmes pénitentes, c'est de cela qu'il faut réfléchir, travailler. Nos âmes ont souffert de tant de mensonges, de misère et de violence. Nos âmes ont besoin d'avancer, de progresser, de trouver leur dimension personnelle. Nos âmes se sont cachées afin de s'extraire de la confusion humaine. Nos âmes ont médité sur chacun de nos actes et de nos pensées. Nos actions sont nourries par notre être profond, l'essence même de notre substance divine. Nos âmes se sont parfois égarées afin de mieux retrouver le chemin. Nos âmes se sont converties à la douceur du vent et de cet amour qu'il transporte. À toutes les âmes meurtries, à toutes les âmes souffrantes, à toutes les âmes repentantes, à toutes les âmes en quête de connaissance, à toutes les âmes qui cherchent leur chemin, je dirais qu'il est important de vivre pleinement, de partager, d'observer, de s'élever, d'éclairer nos pensées par nos prières. Le temps de la prière est un temps fort. Il élève nos âmes engourdies à un plan supérieur et lumineux. La prière vient fracturer nos cœurs afin qu'ils s'ouvrent à la bienveillance, la compassion. Soyez cette lumière dans la nuit. Soyez la voix sage et réfléchie. Faites que vos mots n'offensent pas, mais bien au contraire, qu'il exprime ce que vous êtes, tout simplement. De l'aube à la rosée, j'ai vu la dame passer. De cette grotte, elle s'est retrouvée afin de libérer ses mots et sa pensée. De mon âme à ton âme, de ce temps écoulé, alors renaîtra la dame de toute éternité. Installez-vous dans la profondeur de l'instant, méditez jusqu'à l'étourdissement. Alors la lumière jaillira, telle la puissance d'une révélation qui éveillera et bouleversera votre âme. Magnifique. J'ai un deuxième message.
Je ne le dis pas dans sa globalité parce qu'il est long, il est très long, et j'en ai extrait un passage. Le temps revient, un peu de patience, et vous allez vous retrouver. Vous n'êtes pas seul. Je mettrai de la lumière dans vos émotions confuses. Je mettrai de l'espoir dans vos cœurs désolés. Je mettrai du courage dans vos moments d'errance. Je mettrai l'amour dans vos instants de doute. Je mettrai la foi dans le choix de vos décisions. Je mettrai le sacré au cœur de votre vie, afin de vous ouvrir à une autre dimension. Agenouillez-vous, mais ne tombez pas. Baissez la tête, mais pas le regard. Pleurez plutôt que de trahir. Émerveillez-vous plutôt que de juger. Prenez une décision plutôt que d'entretenir de vaines paroles. Engagez-vous plutôt que d'hésiter. Et surtout, sachez qu'une des armes essentielles est la fidélité que vous donnerez sans compromis aucun à une personne, à une idée et pour vous-même. C'est une des règles. Discipline, engagement, fidélité, tempérance, courage, force et foi. Les jardins sont des lieux de méditation. Ils sont votre temple intérieur dans lequel vous pourrez vous recueillir. L'oiseau messager viendra vous chanter une douce mélopée. L'oiseau couronné viendra vous guider. Poursuivez le chemin, ne vous découragez pas, le temps revient. Le vent doux caresse votre âme, telle une invitation à vous ouvrir au merveilleux. Vous recevez puisque votre cœur est bon, puisque votre âme est prête, puisque c'est le moment. Je vous sens ému, Pascal. Oui, C'est vrai que ces mots et ces textes, autant dans leur rythme que dans le sens, sont d'une puissance exceptionnelle, hein. merci. Et on sent bien aussi que c'est l'objet de ce livre, c'est vraiment de transmettre ce message, hein, et un message évidemment de piété, de fidélité au Seigneur, mais également un message de- D'amour. d'amour et un message spécialement aussi adressé aux femmes. Oui, oui. Il y a beaucoup de messages qui reviennent en ce sens-là, de donner du courage aux femmes et que chaque femme trouve son féminin sacré, exprime son féminin sacré. C'était quelque chose qui tenait à cœur à Marie-Madeleine, apparemment. Ça lui tenait très à cœur. Et, euh, et d'ailleurs, j'en parlerai encore plus et davantage dans le deuxième tome. J'ai fait une ébauche, mais je ne veux pas qu'on en parle parce que je veux que les gens découvrent. Ça concerne une autre femme dont je parle, pour laquelle je suis assez liée, on va dire ça comme ça. Mais j'en parlerai plus dans le tome 2 parce qu'elles ont un devoir de transmission, de mémoire et surtout de protection, de protéger le message. Et, euh, et je m'en expliquerai davantage dans le second tome. Voilà. Il y a un chapitre quand même dans ce Marie-Madeleine qui s'intitule Les femmes d'éternité, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et Mhm. c'est quelque chose qui me semble capital dans cet ouvrage, dans la démarche de cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ces femmes d'éternité? Et c'est un peu comme si on a l'impression qu'il y avait une grande chaîne à travers le temps de ces femmes qui sont là pour faire résonner un message d'amour, un Euh, message de prière. Comment vous voyez ça? Ben, en fait, je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, quand en 98-99, lors d'une concentration, Marie-Madeleine dit: Nous sommes les femmes d'éternité. Parce qu'en fait, dans le mot éternité, au-delà de ce que j'expliquais, qu'elles vont se réincarner de vie en vie, en fait, il va y avoir un lien indéfectible, peu importe l'aspect terrestre ou non terrestre, il y a un lien totalement indéfectible. Et c'est justement ces femmes-là qui font partie de ces femmes d'éternité, c'est-à-dire il y a Marie-Madeleine, il y a les personnes qui la touchent de près, il y a la communauté, et tout ça, et toutes ces femmes qui vont œuvrer autour de tout ça, qui font partie de ces femmes d'éternité, mais qui vont être dans un certain état d'esprit, dans la transmission, dans la protection,
C'est l'appellation de toutes ces femmes-là qui, dans la Grèce antique, dans l'Égypte ancienne ou au 1er siècle et bien après ensuite, parce que ça concerne un spectre assez large, c'est vraiment le nom de ces femmes qui vont avoir un lien avec cet aspect du sacré et du féminin sacré. Voilà. Et tout à l'heure, je n'ose pas trop en dire parce que j'en ai parlé tout à l'heure dans la question qui m'avait été posée. Donc, c'est ça, ces femmes d'éternité. En fait, elles ne meurent pas, il y a une continuité. Et en fait, certaines femmes, dans leur vie incarnée maintenant, vont avoir l'éveil à un moment donné du sens, du lien qu'elles ont avec ces fameuses femmes d'éternité. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que je reçois des mails. Alors, d'ailleurs, je vais répondre aux personnes. C'est compliqué, ça, c'est beaucoup de choses à gérer en ce moment, mais je vais y répondre. Il y en a qui me parlent de lieux en France où ils me disent Pascal, vous devriez venir dans ma région, il y a ça, il y a ça. Donc, je vais leur répondre et je vais faire une sélection de voir ce qui me semble important à aller investiguer. Et puis, il y a des gens qui se sont très concernés aussi par le fait d'être une femme d'éternité aussi, d'en faire partie. Et pour certaines personnes, c'est fort possible, mais je ne les connais pas, je ne peux ni valider dans un sens, dans un autre, mais en tout cas, je sens qu'il y a des émotions qui, comment dirais-je, te transmettre. Par exemple, au mois de juin, j'ai donné ma première conférence sur le sujet pour la sortie du livre. J'ai dédicacé des livres pendant plus d'une heure et les gens venaient à moi. Il y en avait qui pleuraient, des femmes étaient émues, des femmes avaient même écrit sur des morceaux de papier des extraits de mon livre en me disant cette phrase, je me la dis très souvent, je la lis pratiquement tout le temps. Donc en fait, ça m'a ému tout ça. J'ai pris une charge émotionnelle où je me suis rendu compte que ben, j'ai fait quelque chose qui peut faire du bien. Et en fait, j'ai aussi constaté que même si effectivement je parle beaucoup des femmes, je parle quand même un peu des hommes par certains moments, les hommes aussi sont touchés parce que les messages s'adressent pour certains aux femmes, mais peuvent s'adresser à tout le monde. Là, par exemple, celui que j'ai lu, le deuxième, il s'adresse à tout le monde, hommes, femmes. Donc en fait, ce livre est axé effectivement sur Marie-Madeleine, la communauté et les maris, mais les messages, certains s'adressent à tous en fait. Ils sont universels. Bah, ne serait-ce que le fait qu'on puisse comprendre Jésus comme un couple finalement. Je trouve que c'est super important, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, de comprendre enfin, qu'il y a il y a une complémentarité et qu'il y a une force qui émerge de la complémentarité entre les deux pôles Mhm. féminin et masculin, quoi. Bien sûr, et d'ailleurs, je le dis dans le livre. Hein. Je le dis dans le livre qu'il y a comment dirais-je, d'abord, elle le dit, c'est indissociable. La femme est indissociable de l'homme. C'est justement cette union qui va permettre, ce qui va arriver ensuite. Donc, en fait, bien sûr, et je l'écris dans le chapitre, elle le dit. Et la femme a un rôle aussi important que l'homme, en fait, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'être supérieur et encore moins d'être inférieur. C'est d'être dans la compréhension, l'équivalence. L'un sert l'autre et l'autre sert l'un. C'est-à-dire que chacun s'apporte. C'est ça qui fait l'union, en fait. C'est ça qui fait cette force. Chacun apporte et par sa sensibilité, sa connaissance, son savoir, ce qu'il est, sa personnalité. Et c'est l'union de ça qui fait la force. Je pense que J'espère. c'est une des vertus de ce livre, c'est de réhabiliter aussi ce personnage ultra fort de Marie-Madeleine dans l'inconscient collectif, Oui, puisqu'il a manqué pendant très longtemps, et je pense que oui, ça oui. corrige un petit peu le tir à ce niveau-là. Bah écoutez, ça me touche beaucoup ce que vous me dites. En tout cas, j'espère en tout cas, et il va y avoir une suite. Donc en fin de compte, pour ceux qui me demandent, on reste sur notre fin, on en veut plus. Vu comment le livre est accueilli, euh, voilà, je peux déjà le dire, il y aura une suite. Voilà, il va y avoir une suite. C'était pas prévu cette année, mais il y aura une suite. Ça va me demandait beaucoup de travail, mais je suis contente de le faire, en tout cas. Voilà. Oui, parce que vous êtes en plus très très lié à l'histoire de Marie-Madeleine, et vous en parlez un petit peu dans cet ouvrage aussi, que je Oui, recommande à tout le monde de lire pour en savoir un petit peu plus, évidemment. Et malheureusement, bah, comme on a déjà bien débordé, Pascal, je vous propose de conclure cette émission peut-être avec une dernière pensée ou un mot pour la fin, peut-être. alors, je vais spontanément, ce qui me vient, c'est une phrase. Alors, cette phrase est tirée d'un texte apocryphe qui a été trouvé dans les plaines de Haute-Égypte à Nagamadi par des bergers, c'était dans des cruches. Ce texte aurait été, je dis bien aurait été attribué à Jésus. Et ce texte dit la chose suivante. Cherche et ne de cesse de chercher
Et lorsque tu auras trouvé, tu seras émerveillé. Et étant émerveillé, tu régneras sur le tout. Magnifique. Merci beaucoup, Pascal Lafargue. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À très bientôt.